Bonjour, aujourd'hui je vous propose un journal de l'expert tout à fait spécial. Entre les taxes américaines sur le marché Rolex de l'ordre de 40%, l'impact de la hausse de l'or, le marché des montres Rolex est en pleine effervescence. Incroyable poussée des ventes de Genève, auquel se joint la vente de Monaco Légende. C'est incroyable, entre Genève et Monaco Légende, on a battu tous les records. Je crois qu'on est à 150 ou 160 millions, avec des taux de vente sur Monaco Légende de l'ordre de 90-95%. On sent vraiment que le marché de la collection, on n'a jamais vu ça. Voilà, la hausse de ces prix, ce marché est impulsé par des acheteurs du monde entier. Ce qu'on voit dans ces enchères, c'est les patrons de la tech fortunés qui arrivent sur des pièces anciennes en Patek et en Rolex d'une grande qualité. On voit par exemple sur les réseaux le patron de Meta avec plusieurs montres de très haut de gamme et qui évoluent sur des pièces anciennes en Patek ou en Rolex. Pourquoi les patrons de la tech s'intéressent à ce marché-là? Tout simplement parce que c'est un marché comme les œuvres d'art et c'est un marché d'investissement. Et c'est des montres qui rentrent dans une transmission patrimoniale. Ils pensent à leur famille. Voilà, c'est tout. Vous savez, j'ai des clients qui arrivent qui me disent « Moi, monsieur Vautrin, je veux du patrimoine ». Un aspect important de cette turbulence du marché. Premièrement, la taxation de 40% des Rolex sur le marché américain, un drôle d'impact. L'impact de la hausse de l'or qui va continuer à monter. Pour Rolex, ça va pas être facile à gérer, mais je crois qu'ils sont capables. Ils sont capables de sortir par le haut. La hausse des taxes aux États-Unis, 40%, c'est pas rien, va mécaniquement augmenter les ventes sur le seconde main. C'est-à-dire que ce marché de la collection de la seconde main, je crois que il dépasse celui du neuf. Hein. C'est mondialement, c'est un marché mondial. Alors, il faut savoir aussi que l'huile Prestige, chaque jour, fait de plus en plus d'expertise. Il y a des choses pas très propres sur le marché, donc faites attention. Et il y a quelques jours, vous avez 2 clients qui se présentent avec 2 Rolex qui sont passés en SAV et malheureusement, boum, les pièces sont abîmées par le SAV. Et ça, c'est important parce qu'on interroge ces gens-là et ils vous expliquent l'histoire de leur montre. Alors voilà un cas typique de la destruction de patrimoine Rolex. Et là, comme on fait beaucoup d'expertise, vous avez dans la même journée 2 clients qui se sont présentés en expertise. Alors c'est incroyable. Vous avez une 1680 qui est passée en service après 2000, où ils ont encore une fois changé les aiguilles au Super Luminova au lieu d'être au tritium. Et vous avez une magnifique 1655 où ils ont également changé les aiguilles au tritium. Alors vous comprenez, comme on fait beaucoup d'expertise, on se rend compte que c'est toutes les semaines 5, 6, 7, 8 montres où Rolex a changé les aiguilles du tritium au Super Luminova. Ah, il faut commencer à filer un coup de gueule, parce que là, ça va pas du tout. Ces gens sont terriblement déçus. Bon, maintenant, ils savent qu'une pièce de collection... Trop tard. Et qu'en pensez-vous, monsieur? Bah oui, moi je pense que c'est ça, parce qu'en plus, ils nous demanderaient notre avis éventuellement. S'ils nous disaient, voilà, votre montre, il faudrait envisager de changer ou soit le mouvement, ou je ne sais pas, quelque chose qui marche pas. Mais là, en fait, cette montre marchait parfaitement bien. Et pourquoi donc changer les aiguilles alors qu'elle n'en a pas vraiment besoin? L'utilité. Et l'utilité. Voilà. Où sont passées ces aiguilles au tritium? En plus, oui, c'est ça. Voilà, parce que si vous vous mettez à rechercher des aiguilles au tritium, ça risque de vous coûter 2000, 2005, il faut retrouver la même patine, et c'est l'enfer. Mais encore, ça sur des pièces comme ça, c'est encore pire, parce que votre pièce, elle vaut un certain prix. Oui, mais ça, c'est très très rare. C'est très très rare. Ça, c'est des pièces qui peuvent atteindre 30-35 000. Il faut que les gens apprennent que ça doit plus exister, voilà. Et on peut pas s'adresser à Rolex pour demander qu'ils nous il faudrait porter l'affaire en justice. Ouais, Ceci dit, un changement d'aiguille qui a été fait en 2011, votre changement d'aiguille qui a dû être fait en 2003 ou 2004, ça pose des problèmes. Mais ceci dit, il y a des gens qui portent les affaires en justice. Hein. C'est incroyable. Il va falloir qu'on les cale sur ces sujets-là, parce que là, c'est infernal. Hein. Ah ouais, moi, je suis extrêmement déçu. C'est mon papa qui m'avait offert cette montre pour mes 40 ans. Voilà ce que vous m'apprenez. Si j'ai la possibilité de faire une action en justice, essayez, voyez un avocat. Mais c'est pas des choses qu'il faut arrêter. Il faut arrêter les jeux de massacre.
C'est tout. Voilà, je comprends votre déception. Ouais. Et c'est notre combat. C'est notre combat. Et bon, on vous supporte. Ouais, voilà, c'est sympa. C'est des pièces, vous les mettez à Genève, elles font des sacrés prix. Il y en a de moins en moins sur le marché. Et c'est ça qu'il faut défendre. Voilà, donc, Là, vous êtes au courant. n'allez pas chez Rolex, venez chez Olivine. Non, mais on fait, Bah, c'est ce que je conseille aux gens. c'est les témoins importants et qui nous permettent d'alerter sur les achats de montres en seconde main. Soyez très très prudents. Je vais vous présenter une perle qui est arrivée il y a une quinzaine de jours. Je ne suis pas totalement Tudor, hein, mais là, j'ai pas résisté. Une pièce incroyable, qui est quasiment neuve de stock. C'est une 79-28, frappe, deuxième trimestre 66, cadran laqué, d'une qualité. Vous voyez, Tudor, c'était la rose, l'effigie à la rose. Parce que Rolex achète Tudor dans les années 40. Vous voyez la rose? Incroyable ça. La montre a 60 ans. Tout est d'origine et d'une qualité rare. Insert d'origine, boîtier d'origine, bracelet d'origine, frappe fond de boîte, deuxième trimestre 66, les derniers laqués. Ça, c'est une pièce rarissime. Incroyable la qualité de cette montre. Bon, j'ai fait une infidélité à Rolex, mais je ne peux pas résister. C'est une pièce que j'ai négociée il y a quelques semaines, mais j'ai jamais vu ça, cette qualité-là. C'est une montre qui a fait plus de coffre que de port. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas. C'est exceptionnel. Je sais ce que ça vaut en Rolex 55-13, mais dans cette référence, dans cet état, et j'ai craqué parce que je ne peux pas laisser passer une pièce comme ça. Maintenant, je vous propose un voyage dans le temps sur une pièce iconique, ce que j'appelle une locomotive mondiale, une Submariner date, revisitée de 70 aux céramiques de 2025. Et là, vous allez voir à l'objectif toutes les évolutions qui ont eu lieu sur les matières, sur les cadrans, sur les boîtiers, sur les réglages. Ça, c'est très intéressant parce que vous avez ici l'évolution d'un marché sur 50 ans. On démarre sur ce qu'on appelle la 1680 rouge. Une 1680 rouge, ça arrive en 69. 69 par la Metterfurth. C'est des pièces très rares et quand elles sont belles de qualité, ça atteint des sacrés prix. Donc on va démarrer sur une 1680 qui, rouge, ça c'est une création Rolex, qui a une patine exceptionnelle, qui est de 70 et qui a été fabriquée de 69 à 75. Pièce exceptionnelle, de plus en plus difficile à trouver. Beaucoup de changements de pièces par le SAV Rolex. Là-dessus, il nous reste, sur ce marché de qualité, il nous reste quoi? 10-15% de belles pièces d'origine. Vous voyez, avec le fameux verre cheminée organique. Voilà. Alors, c'est des pièces, selon les cadraniers avec qui Rolex travaillait, ou elles sont restées très blanches, ou alors le cadranier, dans ce mélange de tritium, a capté beaucoup plus de patine que d'autres. En règle générale, sur cette montre-là, les gens veulent de la patine. Ensuite, en 76, il apparaît la même référence en ce qu'on appelle 1680, cadran non cerclé, blanche, de 75 à 80. Voilà. Alors celle-ci est assez exceptionnelle parce que vous avez une patine qui tire à 20 tangerines. Le boîtier est très très beau. Elle a quand même une patine assez exceptionnelle. C'est très rare parce que 80% de ces modèles-là sont restés index blanc. Elle se termine en 80. Ensuite, arrivent les tritium. Les tritium vers saphir, 16610. Elles arrivent en 89. C'est pour vous montrer l'évolution des matières et l'évolution des boîtiers. 89, 99. Les lois européennes interdisent aux horlogers de mettre des index au tritium. Donc Rolex est pris de court. Il fabrique un premier Luminova qui a une signature à 6 heures suisse, que pendant 9 mois. Et après, en 2000, ils sortent les premiers cadrans Super Luminova. 2000, c'est une année assez rare, parce que comme ils sont pris de court, les cadraniers, on ne sait pas les chiffres, mais au lieu de... Ils sont obligés de changer de matière et de typo, et là, au lieu, je sais pas, de 30 000 montres, ils en font 5-6 000. Tous les collectionneurs savent que l'année 2000, c'est beaucoup plus rare qu'une année 2003-2004. Le tritium, ça a été interdit parce que les lois européennes ont constaté que c'était un peu radioactif. Mais c'est pas plus radioactif que l'air que vous respirez et ça s'éteint au bout de 25 ans. Sauf si la montre est dans un coffre.
D'ailleurs, en expertise, quand on balance la lampe, on voit le renvoi du tritium, on se dit ça, c'est une montre qui a fait plus de coffre que de port. Ensuite, vous avez les Luminova. Super Luminova, par exemple, une pièce de 2003. Voilà. Qualité, ne jamais acheter ces montres-là sans les papiers. Les papiers, ça vaut beaucoup de cher. Puis surtout, visualisez la qualité du cadran. Vous croyez que votre montre est propre, vous prenez la loupe, boum. Il n'y a plus de peinture, elle a pris un coup d'humidité, voilà. 2010, 2020, c'est vraiment les nouvelles matières. Elles arrivent, ces montres-là arrivent en 2010. Voilà, première céramique, date. Cette montre-là, c'est quand même une grosse réussite. Moi, je n'affectionne pas trop les céramiques. Je trouve que ça manque d'âme. Mais vous avez un réglage assez incroyable sur oreille. Au client, on lui fait son premier réglage au niveau des maillons et ensuite il règle sa montre selon la tenue de son poignet. Voilà, sur rail, clipsé, voilà. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, et le dernier modèle en céramique, passé en 41 mm. 2010, 40 mm. 2020, 41 mm. Alors, ça paraît pas, ça. Là, vous voyez bien qu'ils ont rectifié. Ils ont rectifié l'erreur qu'ils avaient commise pendant 10 ans. C'est-à-dire que le bracelet est plus large. Les oreilles sont plus fines. Esthétiquement, vous avez des oreilles plus grosses, un bracelet trop fin par rapport au calibre de la montre. À droite, c'est plus réussi. Là, c'est plus esthétique, c'est plus réussi. Ça, c'était important parce que c'est une évolution sur 60 ans. Quand vous prenez une Rolex comme ça, tritium, vous voyez la différence? On voit la patine. Regardez l'insert de patine. Il est bleuté. Alors naturellement, les pièces anciennes des années 70 n'ont plus l'étanchéité de ça. Ça, vous pouvez tout faire avec. Parce que les pièces en organique, il est interdit de se baigner avec. C'est water résistante, mais il y a des cadrans que vous ne retrouverez plus jamais. C'est ça. Il faut les protéger, ces trésors. Voilà, donc c'est un bon aspect d'une sub que j'appellerai, et je le répète, c'est une locomotive mondiale à toutes les sauces. Voilà. L'année prochaine, Rolex va fêter le 100e anniversaire de la première Oyster. En 1926, Rolex crée la première Oyster. Oyster, ça veut dire huître en anglais. Ok, automatique et étanche. Et à l'époque, ils offrent la Rolex à une championne du monde de natation qui traverse la Manche avec. Le patron de l'époque, Windorf, c'était un génie du marketing. Voilà, faire une opération comme ça, avec en plus toute la presse mondiale de l'époque, filmée, enregistrée et tout, passée dans les journaux, dans les quotidiens. C'est incroyable. Et cette fabuleuse photo, regardez le marketing. La main dans l'aquarium portée par une star américaine d'Hollywood à l'époque, ça c'est fabuleux. L'original de cette montre, celle qui a traversé la Manche, il est chez Rolex. Et s'il est mis aux enchères, jamais il sera mis aux enchères, mais il ferait plusieurs millions. Et la montre qui a été vendue à Genève, c'est une réédition. Cette réédition a atteint un prix fabuleux de 1,4 million. C'est un marchand de Singapour qui l'a achetée et qui va la mettre dans sa vitrine. Ce marchand-là a les moyens d'acheter un petit bout de l'histoire, un grand bout de l'histoire Rolex. Parce que finalement, tout part de là, hein. Vous vous rendez compte ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous allons, dans les temps à venir, faire d'autres voyages dans le temps, avec différentes séries selon le stock. Mais ce que je tenais à vous faire découvrir, c'est l'histoire de ces montres. L'histoire Rolex, elle est vaste. Je vais vous la conter au fil des années, au fil des informations. Mais c'est extraordinaire. Voilà.